Lundi 24 août 2020, il est 19h et vous êtes bien sur Chérif la télévision. Merci de nous être fidèles et bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. Au sommaire, le CNSP et la délégation de la CEDEAO poursuivaient ce lundi les échanges dans les locaux du ministère de la Défense et des anciens combattants. En substance, la crise sociopolitique que connaît le Mali. La sous-section centrale des Ansars de Caï a tenu son assemblée générale annuelle le week-end dernier en présence des 10 comités qui composent la dite sous-section. À voir dès le début de ce journal. Encore une fois de plus, bonsoir. Vous êtes bien sûr Chérif la télévision, le bon choix pour vous informer. Je vous l'annoncer en titre. La sous-section centrale des Ansars de Caï a tenu son assemblée générale annuelle le week-end dernier en présence des 10 comités qui composent la dite sous-section. Plusieurs points relatifs notamment à l'épanouissement de l'association dans la première région administrative du pays étaient inscrits à l'ordre du jour. Notre envoyé spécial Abdoulaye Sogodogo avec la voix de Moussa Fomba. L'Assemblée générale annuelle qui a regroupé les 10 comités qui composent la sous-section centrale des Ansars de Caï avait pour objectif d'informer les militants sur les activités réalisées, notamment sur les plans moraux et financiers afin de prendre les dispositions nécessaires avant la tenue du Maouloud prochain. L'objectif, c'est une assemblée générale de la sous-section qui réunit l'ensemble des membres du bureau de la sous-section et tous les membres de l'ensemble des comités de la sous-section de Caï. Le but recherché, c'est de nous rappeler les préceptes de l'islam, car comme dit le Coran, le rappel profite aux croyants. Donc l'objectif, c'est de nous rappeler les préceptes de l'islam et nous rappeler également les engagements que chaque militant a pris en adhérant à l'association Ansardine. Cheikh Mohamed Lamine Thiam, membre du comité national des prêcheurs de l'association des Ansars, était le conférencier de cette assise ordinaire. Au cours de son exposé, il a surtout mis l'accent sur les objectifs de l'association tels que définis dans le règlement intérieur. Caï a beaucoup de chantiers qui sont en cours depuis plus d'une année, notamment la construction de la résidence du guide, qui est déjà finie d'ailleurs, et la construction d'une mosquée suivie de la construction d'une clinique. Et bientôt, les fondations pour la mosquée vont être posées et l'invitation déjà a été lancée au guide pour qu'il vienne inaugurer sa résidence. Occasion pour les responsables de l'association de la première région administrative du pays d'inviter les militants à plus d'engagement et à soutenir le guide à Seyeda Chérif Ousmane Madane Haïdara, dont l'objectif vise au rayonnement de l'islam partout dans le monde. L'appel que j'ai lancé, c'est pour chaque militant d'honorer son engagement. L'engagement à adhérer à l'islam, l'engagement à aider le guide de l'islam et payer toutes les obligations et toutes les cotisations auxquelles chaque militant a souscrit en adhérant à cette association. Des séances de bénédiction pour notre pays ont mis fin à la rencontre. Vivement l'année prochaine. Direction le ministère de la Défense et des anciens combattants où les pourparlers se poursuivaient ce lundi entre la délégation de la CEDEAO conduite par l'ancien président de la République fédérale du Nigeria et le Comité national pour le salut du peuple. Les points ont essentiellement porté sur la crise sociopolitique, notamment la suspension des sanctions infligées au Mali par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, les contours de la libération de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta. Suivons ces propos recueillis par notre équipe sur le terrain, Sadio Sidibé, Abdoulaye Draman Malé. Les points discutés sont les suivants. Le premier point, à leur arrivée, avant toute discussion, la délégation a demandé à voir M. Ibrahim Boubacar Keïta pour voir dans quelles conditions c'est sécurisé, son état de santé, d'autres informations. De façon spontanée,
on a accédé à leur requête. On s'est transporté sur le lieu de sécurisation. On a vu M. Keïta et on les a laissés s'entretenir entre eux. Et M. Ibrahim Boubacar Keïta a dit clairement qu'il a démissionné sans crainte et qu'il a compris que c'est en gros l'aspiration du peuple qui soit. Il dit qu'il est même soulagé d'avoir fait ça et qu'en plus il remercie les militaires qui sont venus les sécuriser parce que les militaires ont fait en sorte qu'ils ne soient pas violencés par la population qui était exilée. Il y a aussi une partie des jeunes militaires qui étaient exilés. Je remercie les militaires qui sont venus pour les sécuriser. Il a dit clairement qu'il n'a aucune intention de revenir encore au pouvoir parce que la médiation lui a demandé clairement est-ce qu'il a des intentions de revenir au pouvoir. Il a dit que c'est fini, il ne veut plus jamais revenir au pouvoir. Il a démissionné de façon volontaire, sans précision. Ensuite, la CEDEAO a dit que comme ils ont constaté cet état de fait, on peut commencer les discussions proprement dites. L'autre point de discussion, c'était de demander que les conditions de sécurisation de M. Ibrahim Boubacar Keïta soient allégées et qu'il soit autorisé à aller se soigner parce qu'il doit faire des contrôles médicaux. Donc ce point de discussion a été accepté. Donc il peut être sécurisé dans un endroit de son choix et il pourra aller se soigner et revenir quand il veut. La CEDEAO a garanti son retour en cas de besoin, donc ça ne fait pas l'objet d'un problème. Le troisième point, c'est les conditions de sécurisation des autres qui sont à notre disposition pour les problèmes de sécurité. On a dit que l'état actuel de la situation nécessite qu'il soit sécurisé. On va voir un peu comment ça va évoluer la situation et leur axe va dépendre de la situation de sécurisation actuelle. En ce qui concerne la transition proprement dite, on a eu des échanges par rapport à la transition, à l'équipe de transition, au président de transition, au gouvernement. Chacun a donné son idée de la transition. Les représentants de la CEDEAO ont parlé de leur compréhension de la transition. Déjà dans la mesure où M. Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné et qu'il a dit clairement son intention de ne plus revenir au pouvoir, donc forcément il faut mettre en place une équipe de transition. Maintenant, la CEDEAO a donné son point de vue par rapport à leur concept de transition. Nous aussi, on a discuté par rapport à ce que nous on pensait de la transition. Il y a eu des discussions de part et d'autre, sachant qu'à ce stade, rien n'est arrêté, rien n'est décidé et que nous, à notre niveau, l'architecture finale de la transition sera discutée et définie entre nous. On a exigé, au regard des efforts qui ont été faits, qu'ils voient aussi comment lever les sanctions. Parce que tout ce qui nous anime, nous, c'est vraiment que le peuple ne souffre pas. Les sanctions, c'est un problème pour nous. C'est le peuple qui va beaucoup plus souffrir pour les sanctions. Et voilà pourquoi on a essayé de faire des compromis. Parce que si on ne fait pas de compromis, les sanctions ne seront pas levées. Et les sanctions, ce n'est bon pour personne. Et c'est surtout le peuple qui va souffrir. Déjà, sanction ou pas sanction, la majeure partie de la population malienne est en train de souffrir. Sanction ou pas sanction. Et les sanctions vont venir aggraver ça. Donc il y a un mécanisme qui est au niveau de la communauté internationale où ils ne sont pas regardants sur la population, ils ne sont pas regardants sur ce qui se passe. Pour eux, les principes, c'est les principes. Donc si on intègre ça, on est obligé de faire des pas pour qu'on puisse aller vers la levée des sanctions. Restons au ministère de la Défense et des anciens combattants où le CNSP a levé toute équivoque sur la prétendue information selon laquelle un gouvernement de transition de 3 ans aurait été proposé par les militaires. Sadio Sidibé, Draman Mali. Ce stade de discussion avec l'équipe de médiation de la CEDEAO, rien n'est décidé. À aucun moment on a parlé de gouvernement à majorité militaire, ainsi de suite. Toute décision relative à la taille de la transition, au président de transition, à la formation du gouvernement, se fera entre Maliens, avec les partis politiques, les groupes sociopolitiques, les syndicats, les groupes signataires, la société civile, conformément à notre première déclaration. Je tiens à rassurer les uns et les autres
qu'aucune décision ne sera prise par rapport à la transition sans cette consultation massive. À ce stade des discussions, rien n'est décidé avec l'équipe de médiation de la CEDEAO. Je vous remercie. Et vraiment, j'insiste et j'appelle le peuple, la population à rester serein et à nous faire confiance pour cette transition difficile. Dans la foulée des rencontres entre le Comité national pour le salut du peuple CNSP, l'ambassadeur de la Russie a été reçu à Kati le vendredi 21 août par les militaires aux commandes du pays depuis la fin de l'ère IBK. Dès lors, beaucoup s'interrogent sur quoi les échanges ont notamment porté, car rien n'a filtré. Par ailleurs, nombreux sont les Maliens qui estiment que le Mali devrait chercher l'appui des Russes pour la sécurisation de son territoire. Abdul Karim Sako, nous connaît. En attendant la mise en place d'une transition objet de tractation au sommet de l'État, bon nombre de Maliens estiment qu'au regard de l'occupation d'une grande partie du territoire et de l'insécurité grandissante, la Russie pourrait être d'un appui de taille dans la sécurisation du territoire national. Je pense que la Russie peut être pour nous d'un grand apport pour la reconstruction de notre armée nationale et dans le maintien parce que vous avez un pays très vaste, vous avez un Mali très vaste avec beaucoup de frontières, et la porosité de ces frontières fait en sorte qu'on a du mal à pouvoir cadrer le territoire national. Nous sommes aujourd'hui avec toutes les forces existantes au Mali, Barkhane et Cap Sahel, et l'aménagement, avec toutes les forces-là, on a du mal à comprendre pourquoi jusqu'à présent on n'arrive pas à avoir une solution définitive à avoir, et nous avons toujours traité du ventre mou, du mauvais élève de la CEDEAO et même du Sahel. Et je pense qu'aujourd'hui il faut chercher une autre alternative, d'une même manière où on a besoin de Mali nouveau, avec une refondation nouvelle. Il faut aussi chercher le volet sécuritaire aussi, à aller à chercher autrement pour sortir de cette crise. La Russie peut nous appuyer techniquement et stratégiquement aussi, même si elle n'intervient pas militairement sur le terrain, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a assez de forces étrangères au centre et au nord du Mali. On a la force Barkhane, on a la MINUSMA, on a la CEDEAO, on a les FAMA, et bientôt la force Takuba. Donc, mais techniquement, stratégiquement et même d'un point de vue dotation en armement militaire, la Russie peut jouer un grand rôle dans ce cas de figure-là. Ça ne serait pas quelque chose de trop. D'ailleurs, ça peut même être une porte de sortie peut-être, on ne sait jamais, parce qu'il faut le reconnaître, avec l'ancienne colonie qui est la France, on n'arrive pas à s'en sortir. On n'arrive pas à s'en sortir, toujours c'est les mêmes problèmes qui existent et ils sont là tous les jours l'effectif est gonflé, tous les jours c'est des nouvelles situations, tous les jours c'est des nouvelles appellations, mais tous les jours le même problème existe. Donc s'il y a la possibilité d'aller voir ailleurs, surtout avec la Russie, pour pouvoir vraiment décanter les problèmes, moi je ne vois pas de problème. La mission onusienne MINUSMA, la force Barkhane française qui a remplacé une autre force française Serval, la force du G5 Sahel, plus l'armée nationale malienne, toutes opèrent au Mali pour la sécurisation du seul Mali. Mais peine perdue selon certains de nos interlocuteurs. La présence de toutes ces forces constituerait en elle-même un problème. Il y a même une confusion dans les forces, parce que quand vous prenez aujourd'hui la MINUSMA, tous ceux qui sont sous l'article de la MINUSMA, les casques bleus, vous avez des Tchadiens, vous avez des Nigériens, vous avez des Burkinabés, et du même moment, la force du G5 Sahel aussi, vous aurez encore des Burkinabés, vous aurez des Nigériens, vous aurez des Tchadiens. Donc on a du mal même à comprendre, à faire la différence entre la force du G5 Sahel et les forces de la MINUSMA. Si et seulement si la France ne s'interposait pas. Parce qu'on ne peut pas comprendre que nous ayons acheté des avions qui soient toujours cloués au sol et que la Russie est prête à nous aider d'un point de vue équipement militaire, et que la France s'interpose. Je suis sûr que la France s'interposera comme elle l'a toujours fait, parce que si le Mali a de très bons avions capables de voler et d'aller neutraliser l'ennemi jusque dans son fief,
ce serait une victoire russe et non une victoire française. Donc il ne faut pas qu'on se leurre. On ne sait même plus qu'est-ce qui cloche derrière cette situation. Et aujourd'hui, si le Mali peut avoir la chance d'aller voir ailleurs, si on peut le dire comme ça, par rapport à la gestion de la sécurité malienne, je pense que c'est la bienvenue. La Russie, c'est, selon les histoires, en tout cas c'est pas de notre époque, mais selon les histoires, la Russie était un très bon partenaire du Mali, de Modibo Keïta, et puis depuis des années. D'aucuns pensent que l'obstacle à la stabilité au Mali, c'est bien la présence de l'ancien colonisateur qui joue à un jeu dont il est le seul à connaître les règles. Crise sociopolitique au Mali, nous en reparlons dans cette édition. Les chefs d'État de la CEDEAO, lors de leur sommet extraordinaire en vidéoconférence, ont décidé de revoir l'embargo sur le Mali au lendemain de la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Quelles appréciations font les Maliens de la décision de l'organisation sous-régionale? Réponse avec Marietou Diallo, Abdoulaye Sogodogo. L'embargo décrété par la CEDEAO contre le Mali depuis la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août 2020 est une situation sérieuse qui pourra impacter sur l'économie ouest-africaine en général si elle perdure. Sinon, en seulement quelques jours d'embargo, les économies de certains pays membres de la CEDEAO tremblent déjà. Face à la décision des chefs d'État de la CEDEAO de mettre le Mali sous embargo et de prendre des sanctions économiques contre les populations maliennes, les militaires du Comité national pour le salut du peuple CNSP ont décidé d'apporter une riposte ferme à leur tour en suspendant toute exportation de bétail vers les pays de l'espace communautaire car le Mali détient le premier cheptel de la zone UEMOA et le second de l'espace CEDEAO en termes de nombre. Aussi, nous avons 3 barrages opérationnels et produisons chaque année des riz à suffisance alors que dans d'autres pays de la CEDEAO, la production locale est insuffisante. Et, avertissent les militaires, je cite, le Mali ne compte se faire dicter la gestion de ses affaires internes et prévoit d'autres mesures en fonction de l'application du dit embargo. Les Maliens, eux, approuvent les actions du CNSP. L'embargo, ce n'est pas une bonne chose, mais Inch'Allah, on va s'en sortir. Économiquement, ça joue sur l'économie. Mais ce qui est sûr, on va s'en sortir. Que Dieu bénisse le Mali, que la paix revienne au Mali. Quand on met embargo sur un pays qui se trouve dans le milieu, c'est comme si tu as mis l'embargo sur tous les autres pays. Ce n'est pas le Mali seulement. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est un petit problème, mais quand même, ce n'est pas aussi grand que ça. L'embargo, c'est du n'importe quoi. Je prends l'exemple sur le Sénégal, le Niger, les pays de la CEDEAO sont tous une moitié du Mali. Pas former et fermer une frontière entre ces pays. Moi, vraiment, je ne suis pas pour l'embargo. La situation du Mali actuellement, vraiment, on est tous déçus parce que nous ne souhaitons pas que ça arrive jusqu'à là. On pouvait trouver une solution vraiment à la malienne. Mais malheureusement, comme c'est venu comme ça, on est obligé de s'entendre, s'asseoir et trouver un terrain d'entente. Vraiment pour que le Mali puisse aller de l'avant. Le CNSP s'offusque alors de la volonté de la CEDEAO, particulièrement certains chefs d'État qui tenteraient de les mettre en mal avec les populations en les privant de produits de première nécessité. Pour les nouveaux maîtres de Bamako, il est hors de question de se conformer aux injonctions de la CEDEAO, surtout que l'ancien président Ibeka a démissionné de toutes ses fonctions. Voilà l'essentiel de l'actualité internationale. À présent, en bref et en image, une compilation de Moussa Fomba. Le président ivoirien Alassane Ouattara a déposé son dossier de candidature à la prochaine présidentielle ce lundi 24 août auprès de la Commission électorale indépendante CEI. Le chef de l'État qui brigue un 3e mandat dans un climat tendu espère des élections apaisées. Il se dit confiant quant au déroulement pacifique des prochaines élections au mois d'octobre, alors que sa candidature à un 3e mandat est contestée par l'opposition qui doute de sa légalité. Cette candidature a déjà suscité des violences dans plusieurs localités du pays. Nous nous soumettrons au verdict de nos concitoyens et je sais que nos concitoyens se souviendront et verront notre bilan qui a été un bilan exceptionnel ces 9 dernières années. Mais surtout, je voudrais dire à mes concitoyens que j'ai une vision pour notre pays, une vision de stabilité, une vision de sécurité, une vision de paix, une vision de bonheur pour tous les Ivoiriens.
L'ex-président mauritanien est rentré chez lui dans la nuit du dimanche au lundi 23-24 août sous les you-you de ses proches. Peu après 1h du matin, Mohamed Ould Abdelaziz a quitté la direction de la sûreté où il était retenu depuis lundi dernier. Soulagement pour sa famille et ses avocats qui dénonçaient depuis une semaine ses conditions de détention et sa convocation elle-même par les enquêteurs. Ces derniers souhaitaient entendre Mohamed Ould Abdelaziz sur de présumés détournements de biens publics durant sa décennie au pouvoir. Détournement mis au jour par une commission parlementaire qui a rendu son rapport à la justice à début août. Mais toute la semaine, il a gardé le même mode de défense, pas un mot, une ligne de conduite, la même depuis lundi dernier. Il a juste concédé aux enquêteurs de décliner son identité et son titre d'ancien président, car pour lui, comme pour ses avocats, sa détention est illégitime. Mohamed Ould Abdelaziz n'a pas voulu coopérer avec les enquêteurs selon ses avocats. La demande de remise en liberté provisoire de Vital Kamerhe en République démocratique du Congo a été rejetée ce samedi 22 août. Condamné en juin dernier à 20 ans de travaux forcés dans l'affaire des maisons préfabriquées à Kinshasa, le directeur du cabinet de Félix Tshisekedi est toujours dans l'attente de son procès en appel. C'est la 9e fois que sa demande n'est pas acceptée. Ses avocats invoquent la dégradation de son état de santé pour justifier leur requête. L'ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi a été évacué au centre médical de Nganda dans le week-end. Je n'ai pas pu le voir parce que son état de maladie effectivement a justifié son évacuation vers un endroit où il doit subir les soins appropriés, poursuit son avocat. Donc son état de santé s'est aggravé alors que depuis samedi 22 août, il aurait dû bénéficier de liberté provisoire pour suivre les soins médicaux suivant les attestations de médecins qui avaient établi qu'il souffrait gravement. La prochaine audience est fixée au 18 septembre prochain. Pascal Lissouba, atteint de la maladie d'Alzheimer durant ses dernières années de vie, est décédé ce lundi 24 août à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Le professeur Lissouba aimait cette région française, sa verdure et ses montagnes, bien loin de Paris et de ses officines. Pascal Lissouba, ou le destin d'un scientifique saisi par le politique, à la fois Premier ministre, président et chef de guerre. Le 18 mars 1977, quelques heures après l'assassinat du président Marien Ngouabi, Pascal Lissouba est mis aux arrêts sur ordre du ministre de la Défense d'alors, Denis Sassou Nguesso. Le 25 mars, au Congo-Brazzaville, une cour martiale le condamne à mort pour complicité dans la conspiration qui conduit à la mort de Ngouabi. L'intervention de l'ancien président du Gabon, Omar Bongo Ondimba, auprès de Denis Sassou Nguesso qui permet la libération de Pascal Lissouba. Il évite le peloton d'exécution. Bongo le sauve. Nous sommes en 1977. 20 ans plus tard, en 1997, Lissouba perd le pouvoir après 5 mois et demi de combat acharné dans Brazzaville contre le chef rebelle Denis Sassou Nguesso. Le Soudan va coopérer avec les efforts de la Cour pénale internationale CPI pour poursuivre les personnes recherchées pour crimes de guerre et génocide en relation avec le conflit du Darfour. Un engagement d'Abdallah Hamdok a pris ce samedi lors d'un discours télévisé à l'occasion du premier anniversaire de sa prise de fonction en tant que Premier ministre. Les autorités soudanaises ont notamment accepté de remettre l'ancien dirigeant Omar El-Béchir, incarcéré à Khartoum depuis sa destitution par l'armée en avril. Omar El-Béchir, 76 ans, est recherché depuis 2009 par la CPI, accusé de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour durant un conflit meurtrier ayant éclaté en 2003 avec des insurgés issus de minorités ethniques s'estimant marginalisés. L'ancien dirigeant soudanais évincé à la suite de violentes protestations l'année dernière avait rejeté les accusations contre lui, les qualifiant d'absurdes. Il est arrivé sous les acclamations de ses partisans. En Ouganda, Bobi Wine, le chanteur devenu député, a été officiellement investi candidat de son parti pour la prochaine élection présidentielle. Seul candidat de la plateforme Unité nationale en liste pour l'élection prévue en 2021, il s'est présenté ce vendredi au siège du parti à Kamokia pour remettre son formulaire. Devant les commissaires, celui qui appelle à une opposition unifiée a exprimé sa gratitude. Les chansons pop accrocheuses de Robert Kyagulanyi, populairement connu sous le nom de Bobi Wine, sur la justice sociale, la pauvreté et la corruption ont bouleversé le paysage politique ougandais. Surnommé le président du ghetto, il est devenu le visage de la contestation politique du pays, s'opposant ouvertement au président Yoweri Museveni, 76 ans et au pouvoir depuis 1986. Ce dernier a fait modifier la constitution à 2 reprises afin de pouvoir se présenter une 6e fois l'année prochaine.
Fin de cette édition qui vous a été proposée par la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. La version Bamanankon, c'est à 21h avec Amadou Camara. Excellente soirée en compagnie des programmes de Chérif la Télévision et à demain, Inch'Allah.